As the son of Guinean immigrants who was born in Saudi Arabia, raised in New York, and has traveled all around the world, I've always been fascinated with the concept of home. They say home is where the heart is, but what about where it used to be, where it wants to be? This led me on a journey to explore the goals, struggles, and accomplishments of African immigrants who have returned home. This season takes place in one of my countries of origin, Dakar, Senegal, the former capital of French West Africa. In 1960, Senegal gained independence from France. The peaceful transition of power from French colonial rule to self-governance was a momentous occasion. Senegal's economy is driven by construction, tourism, fishing, agriculture, and mining. It is one of the world's leading producers of phosphate and has a rich subsoil with various mineral resources including gold, platinum, iron ore, and copper. The opportunities are endless. Are you brave enough to come home? In this episode of Momo Dion Going Home Dakar, Senegal, I shared a lovely lunch with Albert Diouf and Lambaka, husband and wife, who are entrepreneurs that recently relocated to the Sali Village Beach Resort area about 40 miles away from Dakar. Très content d'être là avec vous. Merci pour l'accueil chaleureux et la nourriture. Vous êtes né où et vous avez grandi où? Alors, donc, moi, je suis née à Fatick. Donc, c'est une région qui se trouve au centre du Sénégal, à l'ancienne région du Siné-Salo, donc un peu loin de la capitale. Donc, c'est là-bas où je suis née, dans un gros village, si je peux le dire comme ça. J'ai fait mes études primaires, secondaires, jusqu'à avoir le bac là-bas. Et ensuite, je suis partie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où j'ai fait une licence en lettres jusqu'à la licence. Ensuite, j'ai switché. Donc, je suis allée faire un master en communication digitale. Et du coup, quand j'ai fait un master en communication, vu que moi, je suis une personne très entreprenante et qui a grandi dans une famille où, comme tu le sais, on est des peu, la femme, elle est un peu parfois, tu vois ce que je veux dire, les gars au second degré. Explique. Donc, en fait, le truc, c'est qu'en fait, c'est des familles où les femmes, en fait, n'ont pas le droit déjà d'aller à l'école, elles doivent se marier à un certain âge. Et du coup, moi, j'ai grandi dans cet environnement où tout le monde chez moi était marié et j'étais la seule rescapée de ce mariage. Et c'est une histoire assez compliquée parce que ma grand-mère était obligée de me couper les cheveux, me faire passer comme un petit garçon pour que je puisse faire l'école. Et du coup, j'ai grandi dans cet environnement et ça m'a un peu donné la motivation de pousser les études pour pouvoir demain faire quelque chose et revenir, faire un giving back et aider ces femmes. Donc, du coup, quand j'ai fait un master en communication, j'avais déjà cet esprit d'entrepreneur et tout. Donc, j'ai co-créé une première entreprise qui s'appelle Sénégel, Senegalese Next Generation of Leaders. Et du coup, parce que je devais écrire un mémoire sur le open data. Et du coup, le problème, c'est qu'au Sénégal et dans la plupart des pays africains, c'est un problème d'avoir accès aux données publiques au niveau des dirigeants, des gouvernants, des maires, etc. Et du coup, avec ce projet, j'ai été sélectionnée par le Mandela Washington Fellowship du président Obama. Et du coup, j'ai obtenu la bourse. Je suis allée aux États-Unis pour une certification en business et en entrepreneuriat au Indiana South Bend, University of Notre Dame. Donc, du coup, j'ai fait un peu là-bas des études en business et entrepreneuriat pour un peu développer l'esprit entrepreneurial, le côté business, parce que je suis entrepreneur social. On est très focus impact et du coup, il fallait aussi renforcer l'aspect business. Et du coup, je suis allée, j'ai fait ça aux États-Unis, je suis rentrée. Et avec le même projet, j'étais aussi sélectionnée dans un programme avec une bourse pour aller au Japon aussi, pour un peu développer les capacités en accès en données publiques, lutte contre la corruption, women empowering, etc. Et du coup, j'ai fait ça et ensuite je suis revenue. Quand je suis rentrée au Sénégal, j'ai intégré un incubateur où j'accompagnais des entrepreneurs. C'est là-bas où j'ai rencontré Albert, d'ailleurs. Et après, vous êtes mariés ensemble. Après le programme d'incubation. Après le programme d'incubation. C'est important de... En fait, c'était mon incubé, je l'accompagnais.
Oui, Et c'est donc, vrai. du coup, j'ai fait 4 ans dans cet incubateur. Ok. Ça m'a aussi un peu permis de mieux comprendre le domaine de l'accompagnement parce qu'en fait, c'est ce que j'avais envie de faire. Et du coup, ça m'a permis de créer aujourd'hui ma boîte qui s'appelle Accélère, donc qui est dans l'accompagnement des femmes qui sont entrepreneurs en milieu rural et en banlieue. Donc, du coup, j'ai fait pas mal d'activités au forum en banlieue pour un peu booster plus de 50 jeunes filles et des femmes. Ensuite, j'ai travaillé avec beaucoup d'autres organisations ici au Sénégal, notamment des femmes qui sont dans le domaine de l'agriculture et des migrantes de retour qui ont des histoires très inspirantes. Ouais. Et du coup, là, ça suit son bout de chemin. Je continue toujours dans cet aspect d'accompagner les femmes qui sont entrepreneurs, qui ont besoin d'être accompagnées. Et voilà, c'est après, à la suite de ça, qu'on a décidé de venir s'installer ici, à Saly, parce que moi, mon ambition, ou bien notre ambition, c'était un peu de pouvoir sortir de Dakar et de voir ce qui se passe dehors. Donc, je ne vais pas dire que Saly représente le Sénégal, mais en fait, ça s'éloigne un peu de la capitale et ça permet un peu d'avoir une autre perspective de comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, voilà, on va un peu revenir sur les détails. Je ne vais pas monopoliser la parole plus tard. Super, merci. Et vous êtes né où et vous avez grandi où? Alors, moi, je suis né à Bruxelles. Je suis né à Bruxelles, j'ai grandi à Dakar. Donc, tout mon cursus scolaire, je l'ai fait à Dakar, enfin, scolaire jusqu'au bac, quoi. Après le bac, je suis allé en France parce que c'était la suite logique. Donc, après le lycée, dans ma génération, c'était vraiment l'étape d'après, quoi. Pour nous, c'était pas envisageable de faire ses études ici. C'était la normale. C'était la normale. Donc, j'ai eu le bac, je me suis lancé dans une licence en maths économie en France à Strasbourg. Je suis rentré dedans parce que je voulais de base. Tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas exactement ce que tu veux faire. Et c'est un problème, hein, mais quand t'es jeune, tu sais pas exactement ce que tu veux faire. Donc, t'es à l'école, souvent on te demande tu veux faire quoi, mais ça ne peut pas être clair. Ça peut pas être clair. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, mon lycée, tu sais, on regarde la télé, on voit des trucs, il y a des choses qui nous plaisent. Et moi, tout ce qui est trading, tout ça, ça me plaisait. Donc, je suis rentré en maths économie parce que à l'époque, je disais, je veux être actuaire, donc gestionnaire de risque et rentrer dans ces histoires tu vois, de banque, de trading, quoi. Donc, je suis rentré dans ça, mais au bout de 2-3 ans, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce dans quoi j'avais envie. Enfin, c'est vraiment pas ce dans quoi je me voyais. Donc, je suis resté. euh, et je pense, c'est à la suite de beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont passées en 2-3 ans, vraiment beaucoup de choses sont passées qui ont fait que je me suis dit non, il faut que je rentre. Déjà la première année, et ça, je pense qu'on l'a tous vécu, genre la première année après le bac, quand tu vas à l'étranger, tu as, Momo un peu moins, parce que tu as un parcours particulier. Mais après le bac, la première année, tu sors d'un cocon familial enfin, chez moi, tu sors d'un cocon familial où on t'a toujours tout donné, tu as toujours tout à disposition. Donc, tout ce dont tu as besoin pour fonctionner, pour aller à l'école, pour t'habiller, pour vivre, quoi, tu as toujours quelqu'un qui a provide, tu vois. Donc, on t'envoie à l'étranger, bim, tu vis seul, étudiant, on continue de provide pour toi, mais you never lived on budget, you know? Yeah, yeah. Now you're living on a budget. Exactement. Games change. Là, you living on a budget. Donc, rien que ça, à part, enfin, sans même penser aux études, à tout ce que étudier étant seul, ça peut être difficile, sans penser à tout ça. Ouais. Rien que le fait de devoir te gérer tout seul, sachant que pendant 18 ans de ta vie, on a tout fait pour toi, tout était carré, tu te posais pas de questions. Là, c'est un gros changement, tu vois. Donc, je crois que c'est un des trucs qui m'a beaucoup forgé, surtout que moi, étant jeune, j'avais pas... Enfin, comme je te dis, on a toujours tout provide pour moi, donc j'avais pas forcément de limites. Et enfin, même quand on te limite, tu as toujours de quoi vivre et faire tes trucs. Là, t'arrives, je me rappelle, première année d'études, enfin d'étudiant, quoi. Tous les mois, ton argent qui tombe, quoi. Tu payes ton loyer, tu payes tout ça. Après, il te reste de l'argent. Il te reste de l'argent. Là, tu commences à voir comment on fait, tu vois. Ouais. Je me rappelle pas de la marque, mais j'achète une montre.
que j'aime beaucoup. Enfin, une montre, hein, franchement, Rien de rien de spécial. nécessaire, tu vois. Rien d'indispensable. J'achète une montre, je crois qu'elle a coûté 300 euros. Mais je te dis, j'achète la montre. Une semaine après, j'ai plus de thunes. Genre, j'ai plus rien. J'ai plus de quoi acheter. Ouais. Genre, mes courses, tout ça, quoi. Je crois que je l'ai acheté à 300 euros. J'ai dû la revendre à 100 euros, 150 euros, tu vois. Je l'ai revendue, genre, en occasion, une semaine après. Et ça fait partie des trucs qui te forment dans ta première année. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai fait ça. Enfin, j'ai fait ça, j'ai appris sur le tas, quoi, pendant 1 an. La deuxième année, c'était un peu plus simple. Et là, je commençais déjà à faire un peu de business. Je commençais à rentrer trouver des moyens pour être plus à l'aise, quoi. C'est pas que ce qu'on m'envoyait, ça suffisait pas, mais, tu sais, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Ça, depuis tout jeune, depuis collège, tout ça, j'ai toujours eu cette fibre de voilà, faire du business, faire des trucs, tu vois. Donc, deuxième année, je commence à faire un peu de business. Étant étudiant, hein, je commence à faire un peu de business, je commence à ramener, je me rappelle à l'époque, ça mes parents ils savent même pas, hein. Ah, faut tout Je dire. commence à ramener comment ça s'appelle, des trucs de Chine que je vendais en France. Enfin, que Wow. je vendais sur le bon coin, quoi. Mais quelle sorte de truc? You want to get into the details? The details, yeah. What kind of things you talking about? Écoute, le truc que j'ai ramené le plus et sur lequel j'ai beaucoup vendu, c'était des casques. Je me rappelle, à l'époque, il y avait les Beats Studio. Les Beats Studio, c'était à l'époque où ça marchait bien. Moi, je ramenais des trucs de Chine. C'était probablement de la contrefaçon. Mais je ramenais et ça se vendait très bien, tu vois. Et du coup, je l'ai fait pendant plusieurs mois, puis j'ai commencé à ramener le truc suivant ce que les gens demandaient. Donc, je l'ai bien fait pendant 6 mois, quelque chose comme ça. Et naturellement, tu fais ça, tu commences à gagner un peu d'argent, tu te déconcentres un peu des études. Et là, tu commences à te poser des questions. Mais putain, ce que je fais là, est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce que je me vois dans 4-5 ans étant, tu vois, gestionnaire de risque, actuaire pour une banque, pour une société d'assurance? Et surtout que je voyais la vie que ces gens-là menaient. Et c'était pas Leonardo DiCaprio dans The Wolf of Wall Street, tu vois. Non, C'était non. pas du tout ça. Non. Tu vois. Ouais. Et ouais, du coup, à ce moment, je me suis posé beaucoup de questions. Je me rappelle, je suis venu en vacances. J'ai passé une fin d'année scolaire, c'était compliqué. J'ai passé l'année au rattrapage, alors que j'avais jamais connu ça. Tu vois, étant plus jeune à l'école, j'étais un bon élève. Enfin, j'avais de bonnes notes, sans forcément faire plus d'efforts que ça. Ouais. Tu vois, naturellement, j'avais de bonnes notes sans Vraiment, forcément oui. faire plus d'efforts que ça. Ouais. Là-bas, t'arrives, t'es à l'université, t'as plus, enfin, l'accompagnement et le suivi que t'avais en école, enfin, au lycée, quoi. Ouais. Et du coup, naturellement, si tu bosses pas, si tu ne bosses pas sérieusement, bah, les notes suivent pas, naturellement. C'est ça. Et donc, voilà, à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions. Je suis venu en vacances. Et là, enfin, je sais pas te dire ce qui s'est passé dans ma tête. Mais voilà, là, c'était décidé que, voilà, je continue, là, je m'installe. J'ai fait une école de commerce quand je suis rentré. Voilà, je m'inscris en école de commerce. Et déjà, là, je me rends compte que je suis dans un environnement qui correspond beaucoup plus à mon état d'esprit, avec ce côté entrepreneurial que j'ai. Je suis dans un environnement qui correspond beaucoup plus à ça. Donc là, on me parle voilà, on commence à te parler de leadership, tu commences à prendre des cours de développement personnel, tu vois, on commence à te parler de business. Et en plus, je suis rentré, donc je suis dans un environnement que j'estime, enfin, relativement à l'Europe, dans un environnement où tu as plus de marge pour faire des choses, pour créer des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à créer, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de problèmes à régler. Ouais. Tu vois? Et quand on te dit que tu es un entrepreneur, c'est quoi? C'est que tu règles des problèmes. Tu vois? Ouais. Donc, tu es là. Enfin, moi, tout de suite, je suis dans un environnement qui est propice à ça. Et je suis directement en mode, tu vois? Je suis directement en mode, voilà, là, je suis dans ce que j'aime. Je fais des cours que j'aime. Tu vois, j'apprends des choses que j'aime. Et j'ai l'opportunité de commencer à faire du business, enfin, je rencontre des gens qui font des choses. Et là, tout de suite, j'étais beaucoup plus en phase avec moi-même. J'étais beaucoup plus en phase avec moi-même. Donc là, ce dont on parle, c'était en 2012-2013.
Du coup, je fais 2 ans, puis mon école de commerce, j'ai eu une opportunité pour aller en Chine à travers l'école de commerce. Donc, j'ai eu une opportunité pour aller en Chine. Pareil, je vais sur place. De base, c'est pour faire un semestre en marketing, tout ça, tout ça. Mais en soi, tu as beaucoup de temps. Tu as beaucoup de temps, donc tu as l'opportunité de voyager, de découvrir le pays. Donc j'étais dans une ville qui s'appelle, une région qui s'appelle Zhejiang. C'est pas très loin de Shanghai. Et du coup, à partir de là, on a eu l'opportunité de beaucoup tourner, de beaucoup circuler. Et donc, au bout de ce semestre, bon, je fais des raccourcis, au bout de ce semestre, je rentre. Et je continue d'échanger avec des gens, enfin, tu sais, le business dont je te parlais, que j'ai lancé en France, là, j'avais encore ça en moi. Donc, quand je rentre, je recommence à importer des trucs, enfin, beaucoup de choses, hein, des produits électroniques. J'ai importé vraiment beaucoup de choses. Tu vois, j'ai importé des cheveux naturels, on en a parlé, j'ai importé vraiment beaucoup de choses que je vendais ici. Et à travers ce business que je faisais en étant à l'école, à travers ce business, de fil en aiguille, je tombe sur des gens, des Chinois qui me demandent, tiens, qu'est-ce que tu... Enfin, ok, tu demandes systématiquement à ce qu'on t'envoie des choses, mais qu'est-ce que vous faites chez vous que vous pouvez nous envoyer, quoi? Écoute, chez nous, je sais pas trop ce qu'on exporte. Je sais qu'on exporte beaucoup d'arachides, on fait beaucoup d'agriculture, on exporte de l'arachide, donc... Il m'a dit, ah bah tiens, je connais, je peux te mettre en rapport avec quelqu'un. Donc c'est une société qui s'appelle Kofco. C'est les premiers importateurs de grains en Chine, donc multi-billion dollar company, for sure. Et il me dit, ouais, je peux te mettre en rapport avec quelqu'un, lui il est dans ça, machin. Je dis, ok, chaud. Il met en rapport avec lui, donc on échange, tac, tac, tac. Et tout de suite, il sent le truc, il dit, ouais, bah nous, l'arachide du Sénégal, ça nous intéresse beaucoup. Comment on fait? Et là, tout de suite, je fonce dans cette brèche. Je me rappelle, très rapidement, hein, en l'espace d'1 mois qu'on commence à parler d'arachide, machin, 1 mois après, je suis à Pékin et je signe mes premiers contrats pour exporter des céréales vers la Chine. Et on parle de... Enfin, j'avais quel âge? Je devais avoir 23 ans. Ouais, je devais avoir 23 ans. Et je signe des contrats, 9 millions, machin, 9 millions de dollars. Je dis, ouais, machin, là c'est sérieux, tu vois. Et du coup, je rentre, sauf que j'ai aucune idée de comment exécuter, naturellement, tu vois. Naturellement, j'ai aucune idée de comment exécuter. J'arrive, je m'entoure, là, je commence à m'entourer, je rentre dans le truc. Et c'est là que ma société d'import-export, à l'époque, devient une société d'import-export qui se concentre sur l'exportation de grains, de céréales du Sénégal, puis au fur et à mesure d'Afrique de l'Ouest, quoi, vers l'Asie. Donc on est parti de là, puis de fil en aiguille, on se rend compte qu'il y a des difficultés à régler en interne, rien qu'au Sénégal, parce que vu qu'on était déjà dans l'agroalimentaire, donc l'entreprise, elle se concentre sur l'import-export de céréales. Donc tout de suite, on est dans les produits agroalimentaires. Et juste pour te donner le détail, c'est que quand tu fais cette activité, disons, c'est très saisonnier. Donc, tout ce qui est céréales, production agricole, c'est très saisonnier. Donc, sur une partie de l'année, on fait l'arachide, ensuite on faisait les noix de cajou, ensuite on faisait le sésame, de juin à décembre, quoi. Cette période-là, où t'as pas de céréales, donc en cette période-là, on faisait des légumes. Donc on importait des légumes au Sénégal. Import-export, ça fait sens, tu vois. Vous importez, après vous exportez encore, ou bien on importait des légumes du Maroc vers le Sénégal. Donc vers le Sénégal et vers l'Afrique de l'Ouest, parce que ça va jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc on importait des légumes au Sénégal. Et en faisant ça, on l'a fait pendant de 2015 à 2018. On était dans ça, j'étais dans ça. Et à ce moment, je me rappelle à mon frère qui était là à un moment. Il était là pendant la période où on faisait tout ce qui est légumes, on importait les légumes, quoi. Et il me dit, mais gars, vous ramenez des camions, vous descendez des camions en 1 semaine, 2 semaines, vous retournez chercher des camions. C'est que le marché, il en demande quand même. Il y a une vraie opportunité. Donc on se rend compte de ça.
Donc lui, à ce moment, il était aussi en phase où il avait beaucoup envie de revenir, beaucoup envie de faire du business. Il avait lancé sa première boîte. Il était très intéressé par ce qu'on faisait. Donc on avait rencontré des Chinois ensemble quand on faisait les céréales. Sur la partie des légumes, il était là, il est tombé dessus aussi. Puis on s'est dit, écoute, viens, on fait quelque chose ensemble où on se dit qu'on règle des vrais problèmes. Et là, on parlait des fruits et légumes, la distribution de fruits et légumes qui est extrêmement fragmentée. Tu te dis, nous, on est issus d'une famille de producteurs, de base, issus d'une famille d'agriculteurs. Et on sait que, de base, les paysans, au Sénégal, par extension en Afrique, les paysans, ils sont pauvres, hein. Ils sont pas riches, tu vois. Et ça, c'est pas normal. Non. C'est un problème, Oui. tu vois. Et pourquoi on se retrouve dans cette situation quand tu creuses, c'est parce que la supply chain, elle est extrêmement fragmentée. Tu as beaucoup d'intermédiaires. Chacun règle un petit problème de la chaîne. Tu vas voir un mec qui va récupérer des produits au niveau du champ, faire 2 kilomètres, l'amener dans un petit marché, vendre ça là-bas. De ce marché, on ramène dans un autre marché, etc., ainsi de suite. Et au final, tu te trouves à avoir 7-8 intermédiaires entre le producteur et le consommateur, nous, tu vois. Ouais. Donc là, il est le problème. Mon frère, à ce moment, il arrive, il m'aidait souvent dans des opérations. Et là, il me dit, écoute, tu sais quoi, viens, on fait quelque chose. On se concentre sur ça parce qu'il y a un vrai problème à régler. Et ce problème-là, c'est une énorme opportunité, tu vois. Donc ça, on s'en rend compte. C'est là qu'on crée Africamart. C'est là qu'on crée Africamart. Et depuis 2018, c'est dans ça que je suis. Ce n'est que dans ça que je suis. Et donc voilà, là, on est à un stade où on travaille avec des producteurs très proches de eux. Donc on les aide beaucoup à l'écoulement de leurs produits. Là, on travaille avec plus de 1000 producteurs à date. Ouais. De l'autre côté, on travaille avec... quand on récupère les produits, on a des centres de collecte pour ça, qui sont dans les zones de production. On a des centres de distribution qui sont dans les zones urbaines, périurbaines. Donc là, on est à Dakar, on est à Bourg, on ouvre à Thiès le mois prochain, dans toutes les grandes villes, quoi. Ouais. En fin mars 2022. Et on récupère auprès des producteurs, on fait tout ce qui est calibrage, le tri, tout ça, ça se fait en amont, et on distribue aux supermarchés, aux cafés, hôtels, restaurants et aux commerçants dans les marchés. Donc, commerçants dans les marchés, j'insiste dessus parce que c'est là qu'il y a le plus gros potentiel, et nous, c'est pour eux qu'on travaille. Ouais. C'est pour eux qu'on travaille. Tu sais, on te dit, tu as 500 000 tonnes de légumes qui sont consommés au Sénégal par an. Parce que souvent, on parle avec les gens, même avec ma femme, tu sais, on a parlé longtemps. Au début, pendant 2 ans, on n'a que travaillé avec des formels, donc café, hôtel, restaurant et supermarché. Quand je lui dis, écoute, Lamba, on fait le switch, on va bosser avec les commerçants. Ouais. Elle me dit, mais vous êtes fous. Comment ça se fait? Pourquoi vous travaillez avec des gens organisés, machin? Pourquoi vous passez de là, vous voulez travailler avec des informels? Elle me dit, mais ça va... Vous êtes fous, mais comment ça se fait? D'où tu quittes de travailler avec tous les grands supermarchés de la place, hein, avec des hôtels-restaurants? D'où tu quittes ça pour dire que tu vas travailler avec des gens dans le marché? Et voilà, moi, tout ce qu'ils me demandent, ce que je leur réponds, c'est OK, si on te dit qu'on descend 500 000 tonnes, qu'on consomme 500 000 tonnes de légumes au Sénégal, je te pose la question, où est-ce que tu penses que c'est consommé? Est-ce que c'est chez Auchan? Est-ce que c'est chez Casino? Ou est-ce que c'est dans les marchés? La question, voilà, c'est simple. Chaque jour, quand tu sors, tu vois des véhicules qui rentrent dans le marché, tu vois des camions qui rentrent dans le marché, le soir, ils rentrent vides. Donc, le potentiel de consommation, il se trouve dans les marchés. Donc ça, on l'a compris. Et c'est la raison pour laquelle... et surtout, on se rend compte que quand on dit que la chaîne, elle est fragmentée, c'est surtout pour ces gens-là. C'est surtout pour ces gens-là. Aujourd'hui, tu n'as personne, tu n'as aucun acteur qui arrivait à bosser avec des commerçants de manière organisée. Donc, manière formelle, pas formelle, ça, c'est lourd de sens, mais de manière organisée. C'est-à-dire des commerçants, des bonnes dames, tu vois, les bonnes dames, les mamies dans les marchés, qui te passent des commandes et que tu les livres. Tu vois, ça, tu n'as personne qui n'arrivait à le faire. Et juste ce qu'on règle comme problème, pour ces gens-là, donc pour les producteurs, ça,
Je pense on comprend rapidement les difficultés à écouler le produit, les difficultés même à avoir un produit qui est fit avec le marché, tout ça. Je pense que ça se comprend assez simplement. Mais pour les commerçants, on parle de gens qui, de base, tous les jours, se réveillent à 4 heures du matin. Donc des bonnes dames, des mamies, tu vois, qui se réveillent à 4 heures du matin, qui vont au marché de gros tous les jours. Ouais. 4-5 heures du matin, elles rentrent dans les transports, elles arrivent au marché, donc elles se bousculent, elles négocient les prix à la vie, à la mort, tu vois. Puis elles rentrent encore dans des transports, elles se bousculent, machin, elles arrivent dans leur marché, il est 8, 9 heures, 10 heures des fois, mais elles commencent leur journée à 4 heures du matin, tu vois. Aujourd'hui, avec Africamart, ces commerçants-là, ils travaillent avec nous, ils nous appellent, passent commande. Le lendemain, tu vas être livré à quelle heure? À 7 heures, il n'y a pas de problème. À 7 heures, on est dans ton marché, on te livre un bon produit à un meilleur prix, enfin à un prix juste, quoi. Ouais. À un prix juste. Tu vois, en phase avec ce que le producteur il doit toucher, à un prix juste. Et tu vas pas être là, te battre. Aujourd'hui, on te vend un prix, tu peux être sûr que tu vas au marché, on n'est jamais plus cher que le marché. Ça, c'est un engagement qu'on peut prendre. On n'est jamais plus cher que le marché. Tu vois, mais on n'est jamais plus cher que le marché, on te livre chez toi. À l'heure qui te plaît, tu vas être livré à quelle heure? À 7 heures, à 8 heures? On sera dans ton marché à 7 heures, à 8 heures. Tu vois, donc on leur décharge de beaucoup de choses. Et si tu veux, aujourd'hui, notre gros challenge, il se trouve là. C'est d'arriver à étendre cette solution-là. Donc déjà à travers tout le Sénégal. Et ensuite, voilà, l'ambition, elle est grande. Ouais, super. Quels sont les aspects négatifs de votre retour au Sénégal? En fait, tu vois des choses comme dans le milieu de l'entrepreneuriat et tout, énormes dans le contexte du pays où tu es. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as envie de... Parce que ça ne sert à rien, comme on dit, de réinventer la roue. En fait, tu as envie d'essayer de répliquer ces genres de choses-là dans ton pays. Et du coup, parfois, c'est un peu compliqué parce que tout simplement, les contextes ne sont pas les mêmes et c'est très différent niveau social et environnemental. Donc, je pense que ça fait partie des gros challenges. Donc, un autre challenge, c'est aussi le fait que, moi, en tout cas, dans mon cas, c'était inimaginable que j'habite seule, en fait. Et du coup, quand tu es à l'étranger, tu habites seule, tu te débrouilles toute seule et tout. Mais en fait, dès le moment où tu remets les pieds dans le pays, au niveau sociétal, et en fait, c'est un peu très mal vu ou bien c'est compliqué entre toi et ta famille, le fait de prendre ton indépendance pour pouvoir prendre tes décisions et faire des choses dont tu as toi envie de faire. Il y a toujours cette mainmise qui t'oblige parfois en fait à faire des choses parfois qui sont un peu compliquées. En fait, ça crée des tensions. Et je pense que ça, c'est un autre challenge qui m'a beaucoup marqué. Et parfois, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ça pousse les personnes à prendre des décisions parfois compliquées, quoi. Ouais, je comprends. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout quand tu es une femme. Hein. Quand tu es une femme et en Afrique aussi. C'est pas facile. Surtout en Afrique de l'Ouest. Ouais. Parce que je vais dire de l'Afrique de l'Ouest parce qu'on a quand même des pays qui ont des contextes très similaires. Et donc, du coup, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est très compliqué. Le retour en soi, là, tout de suite, quand tu me dis aspect négatif, je ne pense à rien. Enfin, je n'ai pas d'alerte sur un aspect en particulier, mais je pense que c'est beaucoup parce que je suis quelqu'un, moi, je m'adapte beaucoup, tu vois. Donc, tu peux avoir des difficultés quand tu ne t'adaptes pas au contexte sociétal. Tu vois, on est dans un environnement où la société la société est assez forte, quoi. La culture, elle est assez forte. Et lorsque notre génération, assez ouverte à l'étranger, on a une double culture, donc on rentre pas forcément dans les cases, tu vois. Donc moi, ça a été un peu facilité pour moi parce que je suis pas quelqu'un qui va contre la société, donc j'accepte. Déjà, il faut voir
la société comme elle est, être très lucide là-dessus. Et à partir du moment où tu comprends que ça fonctionne comme ça, que ce n'est pas quelque chose qui est contre toi, là, c'est beaucoup plus simple d'avancer, quoi. Ouais. Donc, tu n'arrives pas, voilà, je vais le dire autrement, quand tu arrives en Chine et que les mecs, ils ont une façon de faire, tu vas pas arriver et dire « Oui, mais tu sais, c'est compliqué de faire du business en Chine, ça, c'est des aspects négatifs. » Non, c'est pas des aspects négatifs. Toi, tu es venu avec ta culture, toi, tu es venu avec tes façons de faire, donc tu t'adaptes. C'est plutôt à toi d'arriver à t'adapter. Donc, je ne dirais pas aspect négatif de cette manière-là au retour. Maintenant, tu peux dire qu'il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choses il faut s'adapter, c'est nécessaire. Et maintenant, si on doit citer les choses sur quoi, les sujets qui nécessitent de s'adapter, déjà, voilà, il y a ce dont elle parlait, le contexte culturel qui peut être fort dans certains endroits, quand tu es issu d'une famille qui est très à cheval sur ouais, non, tu es une femme, écoute, t'es pas encore mariée, il faut que tu habites à la maison. Ça, c'est sociétal. C'est sociétal. Donc, quand tu l'acceptes, déjà, quand tu es issu d'une famille comme ça, tu dois l'accepter, leur expliquer que voilà, il n'y a rien de mal et voilà. Mais pour moi, c'est à nous de nous adapter. Voilà. Quels sont les aspects positifs de votre retour au Sénégal? Tous les aspects étaient positifs. Pourquoi? Parce que je suis allée, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça m'a aussi permis d'avoir une ouverture d'esprit sur beaucoup de choses qui constituaient peut-être des limites pour moi. Et aussi le fait de pouvoir développer un esprit un peu critique et prendre du recul sur beaucoup de sujets, en fait. Et c'était quand même très positif parce que ça m'a permis de voir des jeunes comme moi développer des choses qui sont intéressantes et qui impactent leur communauté. Et je me suis appliquée à la même chose parce que moi, comme je le disais tout à l'heure, depuis le jeune âge, j'avais envie de faire quelque chose pour les femmes de ma communauté. Et du coup, le fait d'aller apprendre et voir tout ça m'a permis en fait de pouvoir bien organiser ce que j'avais envie de faire et de puiser du courage pour pouvoir venir le faire. Et du coup, c'était positif dans la mesure où j'ai aujourd'hui développé 2 organisations déjà qui aident les femmes ici au Sénégal et au Mali également depuis quelques mois. Et donc, du coup, ça m'a aussi permis C'était aussi positif dans la mesure où j'ai développé un grand réseau. Parce que, mis à part mes initiatives entrepreneuriales, je travaille aussi pour une autre organisation qui s'appelle Afrique-Innov. Aujourd'hui, comme écosystème builder, community manager dans, disons, 26 pays en Afrique aujourd'hui, avec une communauté de 126 structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant dans toute l'Afrique, qui me permettent aujourd'hui de pouvoir voyager, de rencontrer des structures d'accompagnement, des responsables d'incubateurs, sur des contextes différents que je peux analyser et pouvoir aujourd'hui contextualiser dans mon pays et qui me permettra aujourd'hui de pouvoir faire d'autres choses. C'était aussi positif parce que ça m'a permis de me dire qu'aujourd'hui, le Sénégal, ce n'est pas Dakar. Le Sénégal, c'est la zone rurale. Et les femmes que j'accompagne, ce n'est pas forcément les femmes qui sont à Dakar, mais des femmes entrepreneurs qui se trouvent en Casamance, qui se trouvent au fin fond de Kédougou, Fongolemi, en fait. Des femmes aujourd'hui qui se réveillent et qui ont envie de pouvoir apporter quelque chose pour nourrir leur famille, tu vois. Et du coup, tout ça, c'était très positif parce qu'en fait, ça m'a aujourd'hui aussi permis d'être en quelque sorte une rôle modèle pour ma communauté. Le rôle de la femme aujourd'hui, ce n'est pas forcément de se marier et de rester à la maison, mais en fait, elle peut faire des études, voyager, rentrer et faire des choses qui sont importantes et donner du sens à sa vie. Donc moi, je suis aujourd'hui fière de pouvoir me définir aujourd'hui comme un rôle modèle qui a pu faire ça sans aucun danger, mais surtout avec beaucoup d'avantages et aujourd'hui de pouvoir faire un giving back à ma communauté et d'aider les femmes.
Tu sais, c'est des choses, ça peut sembler évident ou trop gros pour des gens, des gens de Dakar, donc qui ne connaissent pas forcément le contexte dans des villages un peu reculés, en zone rurale, quoi. Ouais. Mais crois-moi qu'en zone rurale, c'est pas... Ce dont elle parle, là, c'est pas évident. Donc, tu es une femme, euh, a priori, dans certains endroits, notamment là d'où elle vient, tu es une femme, a priori, tu ne vas pas avoir des études poussées, master, machin chouette, tu ne peux pas prétendre à ce statut-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc quand elle dit, aujourd'hui effectivement c'est une rôle modèle pour les gens de chez elle, et au-delà, et je pense que ça c'est des choses, moi je suis toujours content, je lui dis écoute, s'il y a un truc de quoi, si tu devais retenir une chose de quoi tu peux être fier et s'il faut appuyer là-dessus, une chose sur quoi il faut appuyer, c'est ce point-là. C'est qu'aujourd'hui, tu es issu de ce contexte-là, tu es issu d'un village, de ta famille, c'est pas de gens que tu connais, mais de ta famille. Les femmes, on les a mariées à 12 ans, 13 ans, des gens de ta génération. Aujourd'hui, tu as été protégée par une femme exceptionnelle, tu as été protégée par ta grand-mère de ça. Elle t'a couvert, c'était un peu comme ta carapace. Elle t'a protégée de ça et aujourd'hui, tu lui as donné raison. Tu vois? Et en ça renvoie un message, si tu veux, aux gens en zone rurale ou dans ces contextes-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, je Et pense pour moi, c'est important. ça Ouais, envoie c'est un très message important, fort c'est parce très important. qu'aujourd'hui, les filles de mon village, aujourd'hui, elles vont à l'école. Il y en a qui se marient toujours à l'âge de 12 ans, ça existe toujours. Mais en fait, aujourd'hui, leurs parents les laissent aller à l'école. Et si quelqu'un vient les marier, ma grand-mère, elle va accompagner avec la police pour les récupérer aujourd'hui. Et donc, du coup, je pense que ça porte ses fruits. Ouais, c'est important. Merci à la grand-mère pour ça, pour défendre les jeunes filles. Et Albert, quels sont les aspects positifs de votre retour au Sénégal? Donc, l'aspect positif le plus important, ce que je retiens, c'est que, OK, là, je suis rentré, je suis un entrepreneur. Je suis très entrepreneur dans l'âme depuis tout jeune. Et c'est vraiment ici, en Afrique, que j'ai été à ma place pour réaliser des choses. Donc, on le sait, on est dans un continent qui a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de problématiques. Tu vois, on en rit même. Tu vois. On en rit, mais tout est sujet à problème. Tu vois. Et quand tu es dans cet état d'esprit, quand tu as le bon mindset, ces problèmes-là, c'est des opportunités. Tu vois, c'est des opportunités d'emploi, nous, notre rôle, si tu veux, notre rôle, pour être plus large, notre rôle, notre génération, surtout nous qui avons, et c'est pas de la prétention, hein, nous qui avons vu autre chose, on a un devoir quelque part d'arriver et de mettre en place des solutions, quoi. Parce que c'est simple, c'est facile de dire, OK, machin, ça marche pas, c'est l'Afrique ceci, l'Afrique cela. C'est simple de critiquer, de voir des problèmes. Il y en a partout, hein. Et c'est plus compliqué. Et c'est là que c'est excitant. Moi, c'est là que je vois... c'est des opportunités sans nom. C'est des opportunités sans nom de voir ces problèmes-là. Et on est dans un environnement où tu as vraiment énormément de problèmes qui n'attendent qu'à être réglés, quoi. Ouais. Qui n'attendent qu'à être réglés. Aujourd'hui, on le sait, je dis n'importe quoi. Le transport, t'as beaucoup de problèmes, le transport, déjà, c'est un secteur qui est très informel. Aujourd'hui, les gens, ils se déplacent en car rapide, en Ndiaganiaï, dans des conditions qui sont ténébreuses, tu vois, c'est grave. Dans des conditions qui sont difficiles, c'est une opportunité. Quelqu'un va venir, il va mettre en place des systèmes, va mettre en place des navettes, il va mettre en place des trucs. Il règle un problème, il crée des emplois. Et c'est pas qu'il détruit des emplois. Peut-être que les mecs qui conduisent des cars rapides, peut-être que c'est eux qui vont devenir les chauffeurs, les conducteurs des choses qu'ils vont mettre en place. Et ça, c'est un exemple, c'est le transport. Et ça, des exemples comme ça, t'en as à foison.
J'en ai beaucoup. Ouais. Le terme entrepreneuriat social, en fait, qui est aujourd'hui utilisé, je pense qu'il a toujours existé en Afrique parce qu'en fait, le but de l'entrepreneuriat social aujourd'hui, c'est quelqu'un qui identifie des problématiques environnementaux, sociaux et du coup qui apporte aujourd'hui des réponses concrètes à ces problèmes. Bon, des problématiques environnementales, là, on va... faut pas qu'on commence à dire go master en français. Hey, master, arrête ça. Tu recommandes devant les gens. Donc, problématique environnementale. OK. Donc, du coup, c'est pour ça que le terme entrepreneur social, il prend tout son sens en Afrique. Peut-être c'est des termes qui existent aujourd'hui, mais qui existaient toujours en Afrique. Parce que la définition d'un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui apporte des solutions à des problématiques sociales et environnementales aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui en Afrique, je pense que toutes ces problématiques-là qu'on identifie, sont des sources d'opportunités pour les jeunes entrepreneurs que nous sommes, pour qu'ils puissent aujourd'hui réfléchir à des solutions. C'est ce que vous avez fait avec Africamart. Donc, vous avez créé une technologie, vous avez créé toute une structure à la disposition de ces paysans qui, entre guillemets, sont considérés comme des pauvres alors qu'ils ne le sont pas. C'est juste qu'ils sont dans un système un peu fragmenté, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est quelque chose que je voulais ajouter, mais je pense que c'est important, en fait. Oui, j'avoue, c'est très important d'ajouter ça. Merci. Quel conseil avez-vous pour les Sénégalais de la diaspora qui veulent aussi rentrer pour vivre ce rêve que vous vivez actuellement? C'est beaucoup dire hein, qu'on vit un rêve. Non, c'est un rêve de rentrer, en fait. Effectivement, non. Beaucoup de personnes, ils n'arrivent pas à réaliser le rêve pour une raison ou l'autre. Et je veux juste connaître ce que vous pensez. Moi, je pense que, en fait, rentrer, c'est pas facile. Mais en fait, il faut juste sauter le pas, en fait, et rentrer. Parce qu'en fait, si tu es là à dire demain, après-demain, c'est un peu compliqué de le faire. Comme on a dit au début, c'est difficile quand on vit à l'étranger de pouvoir recontextualiser l'environnement, contexte, culture, etc. Mais en fait, c'est des choses qui peuvent se faire, c'est des choses qui sont accessibles. Et il y a énormément de choses à faire en Afrique. Dans nos pays, il y a tellement de choses à faire, ce dont on parlait tout à l'heure dans l'entrepreneuriat social. Il y a beaucoup trop de challenges, en fait, et ils attendent qu'à être résolus. Et je pense que le fait de rentrer au pays et de s'approprier de ces challenges, de pouvoir les résoudre tout en créant une économie autour de ça, c'est aujourd'hui nous, les enfants de l'Afrique, qui pouvons le faire et nous ne pouvons pas le faire en dehors de l'Afrique. Il faut qu'on rentre, il faut qu'on le fasse. C'est un choix difficile à faire, mais c'est un choix qui a ses beaux ou bien ces belles surprises. Donc, rentrer, c'est un choix. C'est un choix, déjà, il faut avoir envie de le faire. Et enfin, pour moi, à partir du moment où tu as envie de le faire, là, il n'y a plus d'hésitation à avoir. Il n'y a plus d'hésitation à avoir. Donc, à partir du moment où tu as envie de rentrer, pour moi, il n'y a plus à attendre, quoi, parce que on n'arrive jamais à un stade où toutes les conditions sont réunies pour que l'on rentre. Et souvent, c'est ça que les gens ils attendent. Ils attendent qu'une opportunité s'ouvre, ils attendent de réunir toutes les conditions avant de faire le pas. Mais voilà, pour moi, s'il y a un conseil, quand tu as vraiment envie de rentrer, rentre et on verra. Bah oui. Merci beaucoup. After our great meal and conversation, we headed to the beach. Dakar is a lovely place with good people, good vibes, and good food. The journey continues. Stay tuned for the next episode of Momo Dion Going Home.